Parler du vivant pour sauver ce qu'il en reste, c'est l'ambition de notre génération. Dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs du changement, ceux qui croient et agissent en faveur d'une transition écologique et sociale, ceux qui brisent les codes et créent la société de demain. Je m'appelle Laurie, je suis l'hôte d'Épicéa et j'espère que ces conversations révéleront en vous le chemin du possible. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à donner une note sur Apple Podcast ou Spotify et à le partager sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Et maintenant, je laisse place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous partager ma conversation avec Paloma Moritz, responsable du pôle écologie chez Blast, un média indépendant dont l'objectif est d'aiguiser l'esprit critique et de donner envie de réagir et d'agir. Je vous avoue que je suis une grande fan de Paloma. Je la suis sur les réseaux sociaux depuis un long moment et j'apprécie énormément la façon dont elle traite les sujets d'actualité et leur rapport à la crise écologique. J'ai adoré cet échange. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute. Bonjour Paloma, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Bonjour Laurie. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter dans les mots qui sont les tiens ? Je m'appelle Paloma Moritz, je suis journaliste, réalisatrice et je dirige le pôle écologie du média indépendant Blast qui s'est créé en mars 2021, donc on a tout pile 2 ans et qui est en gros un média indépendant qui a pour objectif de vraiment faire le pari sur l'intelligence des citoyens et des citoyennes et de proposer un autre regard sur l'actualité. Moi je le fais principalement à travers l'écologie, mais ça m'arrive aussi de traiter les questions démocratiques ou les questions liées aux inégalités de genre et les formats qu'on fait c'est en général sur YouTube, donc ça peut être des longs entretiens avec des scientifiques, des experts, des expertes ou des vidéos de décryptage un peu pour revenir sur une situation particulière, par exemple voilà, le rôle des médias face à l'urgence écologique ou par exemple la sécheresse hivernale qu'on est en train de vivre en France. Et bien à chaque fois je prends 15-20 minutes pour vraiment décrypter le sujet de la façon la plus dynamique et accessible possible. Voilà. Waouh! Alors, je t'ai lancé à pleine balle. On va faire un tout petit peu marche arrière. Du coup, est-ce que tu as fait des études de journalisme? Qu'est-ce qui t'a lancé sur ce sujet? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un d'engagé aussi ou est-ce qu'il y a eu un déclic? Comment ça s'est passé tout ça? Elle est toujours un peu compliquée, je trouve, cette question du déclic, parce que ça donnerait l'impression que voilà, on va lire un livre ou voir un film et puis basculer du jour au lendemain. Je pense que en fait, il y a toujours des déclics progressifs et puis parfois il peut y avoir aussi vraiment un moment T dont on va se souvenir en se disant bon bah là il y a vraiment une bascule pour moi et à ce moment-là j'ai vraiment commencé à changer complètement ma vision du monde. Moi je vois en tout cas ce moment de bascule sur les questions écologiques comme un moment d'émancipation. Je pense que quand on commence à prendre conscience en fait de l'urgence dans laquelle on est et de à quel point le monde dans lequel on vit est quand même assez absurde, quand on se dit qu'il y aura bientôt plus de plastique que de poissons dans les océans, enfin voilà, on réalise aussi l'étendue du désastre. Et bien ça permet aussi de mettre des mots sur un sentiment d'absurdité qu'on avait sur le monde. Et disons que je pense que j'ai toujours été un peu engagée dans l'âme, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu essayer de trouver des solutions aux problèmes depuis que je suis toute petite et je me disais que j'avais quelque chose à faire avec le monde et j'essayais au maximum d'être là pour les personnes autour de moi, et je dis pas que je l'ai toujours fait de façon parfaite, mais en tout cas j'avais cette conscience des personnes qui m'entouraient et du monde qui m'entourait, et j'avais toujours envie d'essayer de changer les choses et puis avec le temps on se rend compte que bon, on va pas forcément changer le monde à soi tout seul, mais qu'en tout cas on peut commencer par changer son monde et qu'on peut essayer au maximum à son échelle de faire bouger les choses, et c'est ce que j'essaie de faire je dirais depuis que j'ai à peu près 15 ans. Je pense que c'est à peu près autour de mes 15 ans que j'ai eu mes premières grosses prises de conscience sur l'urgence écologique, et après j'ai décidé j'ai essayé de rentrer à Sciences Po Paris sur concours. J'ai eu la chance d'y entrer. Bon, j'avais un peu travaillé quand même aussi, mais je pense que c'est une chance parce qu'il y a plein de gens qui par exemple ne sont même pas au courant que Sciences Po Paris existe, parce que c'est une très grosse université, et moi je viens d'un milieu qui est quand même plutôt privilégié, on va dire, et j'ai fait des études absolument passionnantes. Je suis partie à l'étranger et après j'ai fait un master en médias et communication et journalisme. Donc en fait j'ai jamais fait à proprement parler des études de journalisme. Je suis partie à Shanghai dans une école de journalisme, mais on étudiait plutôt les questions de communication, et avant j'étais partie en Californie pendant 1 an.
pour étudier un peu toutes les questions justement écologiques. On faisait des simulations de COP, mais j'ai aussi fait pas mal de cours sur la question de la concentration des médias, on regardait énormément de documentaires. Enfin, j'ai commencé vraiment à me forger une pensée politique pendant toutes ces années d'études et c'était passionnant. Et après, je considère que le métier de journaliste, je l'ai plutôt appris sur le terrain, c'est-à-dire que je l'ai appris en faisant des stages. Et après, quand j'ai commencé à travailler pour un média indépendant qui s'appelle Spicy, et j'ai commencé à faire du reportage et du documentaire, et au fur et à mesure, j'ai appris à m'améliorer en montage, à tourner, à réaliser et à savoir écrire des sujets, synthétiser, etc. quoi. Et je considère que j'apprends encore aujourd'hui, hein, mais voilà. Mais j'imagine, on apprend tout au cours de notre vie, enfin, je te le souhaite en tout cas. Donc, tu travaillais d'abord pour un média qui s'appelle Spicy, et maintenant tu travailles pour Blast. Blast est né récemment, donc tu disais que le média a 2 ans, je pense. Ouais. Blast est né de quoi ? C'est quoi la genèse de ce projet-là ? La genèse de Blast, c'est Denis Robert, qui est un journaliste d'investigation qui est très connu en France, notamment pour avoir révélé l'affaire Clearstream. Et Denis est quelqu'un qui a toujours eu à cœur de défendre la liberté d'information et la nécessité d'informer autrement que ce qu'on appelle aujourd'hui les médias mainstream, donc les médias les plus regardés, qui ne sont pas forcément très exigeants intellectuellement et qui ont tendance à prendre un peu les gens pour des cons, désolé de le dire, mais voilà, quand on voit l'essor des chaînes d'information en continu, etc., on n'est jamais en fait dans la prise de recul, on n'est jamais dans l'analyse et on est toujours dans le priorité au direct et dans le commentaire en fait. Et je pense qu'on est dans un moment où on est dans un monde qui est de plus en plus complexe, de plus en plus interconnecté, où on fait face à une succession de crises, et en France c'est un peu le bingo en ce moment, c'est-à-dire qu'on a à la fois une urgence sociale, une urgence démocratique et une urgence écologique, et on a besoin d'un maximum de clés pour comprendre ces crises-là, pour savoir comment est-ce que, en tant que citoyen ou citoyenne, on peut aussi prendre part à la solution plutôt qu'au problème. Et en fait, ce n'est pas avec des chaînes d'information en continu qui font des débats stériles, qui essaient de créer des camps, qui analysent les choses de façon binaire qu'on va s'en sortir. Et donc, l'idée de Blast, c'était vraiment de dire, on va proposer autre chose. Il manque en fait un autre regard sur l'actualité aujourd'hui, et nous, on va vous l'offrir, et on va vous permettre de prendre du recul sur ce qu'on est en train de vivre. Et en fait, on a fait une campagne de financement participatif. On a levé près d'1 million d'euros sur KissKissBankBank. Et c'est assez fou ce qui se passe parce qu'en à peine 2 ans, on a vraiment une audience qui ne cesse de grandir. Là, on a dépassé les 700 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, sachant que les gens qui s'abonnent aux chaînes YouTube sont pas forcément... sont des gens qui sont très engagés avec le contenu. Donc, en fait, on touche beaucoup plus de gens que ça. Et moi, je suis émerveillée de l'impact qu'on arrive à avoir tous les jours. Et même... il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me remercier et à chaque fois, ça me paraît complètement dingue, quoi. Mais je les comprends, ces personnes, parce que moi, je fais partie des groupies de Blast aussi et clairement, j'adore votre contenu, donc j'en profite d'ailleurs pour te remercier pour tout ce travail. Moi, ce que j'adore chez Blast, c'est que l'écologie, c'est pas une rubrique. En fait, c'est que vous voyez la crise climatique à travers de l'économie, à travers l'agenda politique, à travers la crise démocratique que vous vivez ici en France et qui touche pas que la France d'ailleurs. Et est-ce que c'est quelque chose qui te gêne, toi, dans les autres médias, le fait que l'écologie, c'est une rubrique un peu pas trop sexy, un peu oubliée, et qu'on traite toujours juste de la crise climatique, quand ils utilisent ces mots-là, parce que c'est même pas souvent le cas, comme un sujet un peu à part, comme si c'était pas du tout transversal. Bien sûr, c'est un immense problème aujourd'hui dans le traitement de l'urgence écologique parce que, en fait, on a tendance à considérer que c'est une rubrique parmi d'autres, alors que c'est en fait le prisme à travers lequel tous les sujets doivent être observés et analysés. Alors, sur certains sujets, c'est pas forcément toujours pertinent, mais la plupart du temps, quand on parle d'économie, on ne peut pas ne pas parler d'urgence écologique. On peut pas parler du fait que, par exemple, aujourd'hui, l'inaction a un coût beaucoup plus important que celui de l'action, qu'il faut absolument rediriger les flux financiers et arrêter de financer les énergies fossiles, par exemple, qui nous mènent dans le mur et vers un monde à plus 1,5 degré. Et c'est la même chose sur la politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être journaliste politique et ne pas avoir un minimum de notions sur les questions écologiques parce que aujourd'hui, on doit aussi demander des comptes aux politiques sur ces questions-là et donc on doit les connaître un peu techniquement. Et finalement, c'est assez représentatif de la façon dont parfois c'est perçu dans la société. C'est-à-dire que souvent, moi,
on va me dire oui, mais bon, toi, t'es écolo, comme si c'était un hobby, comme si c'était quelque chose qui était un peu une occupation, que j'avais une sorte de petite obsession bien gentille. Mais ce que comprennent pas les gens, c'est que nous sommes absolument toutes et tous concernés. On vit toutes et tous sur la même planète et qu'on essaie simplement, en tout cas pour les personnes qui essaient d'alerter face à l'urgence écologique, de faire qu'on ait des conditions de vie habitables demain sur Terre et qu'on puisse avoir un monde qui soit le plus juste possible, le plus démocratique possible, mais aussi le plus résilient possible face aux chocs qui vont arriver. Et donc les médias ont une responsabilité immense et malheureusement aujourd'hui il y a encore quelque chose de beaucoup trop cloisonné dans la façon de voir les choses. C'est en train de bouger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps on a lancé avec un collectif de journalistes une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique en France. Cette charte, elle a été signée par des dizaines de rédactions, elle a été signée par plus de 1600 journalistes, et c'est un peu une sorte de boussole pour essayer de repenser le traitement médiatique de l'urgence écologique et de dire un peu quels sont les grands principes à respecter pour essayer d'avoir un traitement à la hauteur de l'urgence. Et voilà, on a un site internet, donc je vous invite à aller le regarder, ça s'appelle... Charte. Je le mettrai dans les notes de l'épisode, évidemment. Mais pour que ces journalistes prennent vraiment ce sujet à bras-le-corps, est-ce que toi, c'était ton cas, est-ce qu'ils sont assez formés à ce sujet-là? Est-ce que dans les écoles de journalisme, est-ce que dans les facultés, est-ce qu'on forme ces personnes-là, justement, à ces sujets? Est-ce qu'ils y connaissent vraiment quelque chose? Malheureusement, non, c'est pas toujours le cas. Ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui commencent à un peu bouger là-dessus, mais c'est pas du tout au niveau. Et en fait, on pourrait faire le parallèle avec les questions féministes aussi, c'est-à-dire que pendant des années, les journalistes ont traité les féminicides comme des faits divers, alors que ce sont de graves problèmes de société qui révèlent en fait aussi l'ampleur du sexisme et dans notre société et le pouvoir du patriarcat en quelque sorte. Et c'est la même chose sur les questions écologiques, c'est que c'est des nouvelles lunettes à poser sur le monde et on ne peut pas en fait n'avoir aucune notion de ça. Et c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai pas mal d'étudiants qui m'écrivent, et puis ça m'arrive d'intervenir dans des écoles de journalisme, et ils me disent très souvent que quand ils font des sujets sur l'écologie, leurs profs leur disent oui, alors faites attention quand même à ne pas être subjectif, à ne pas être trop engagé, il faut que vous restiez toujours objectif. Et moi, je trouve que c'est un gros problème en fait aujourd'hui, cette question de la sacro-sainte objectivité journalistique. Ça ne veut rien dire en fait, la neutralité n'existe pas. Et en fait, je pense qu'on parle tous de quelque part. Maintenant, il faut avoir le plus grand esprit critique possible, c'est-à-dire que moi je pense en permanence contre moi-même, mais je ne peux pas rester neutre face à la destruction de la planète ou face aux inégalités. C'est absurde. Et en fait, le problème, c'est que c'est un sujet qui est perçu comme idéologique, et donc je pense que c'est aussi pour ça que parfois il y a les personnes qui s'occupent de mettre en place le cursus qui disent non, on va pas mettre en place une formation. Heureusement, c'est quand même en train de bouger, et c'est vrai que moi, c'est pour ça que dès que j'ai l'occasion d'aller dans des écoles et de faire un peu un cours sur le b.a.-ba à connaître pour comprendre toutes ces questions, je le fais, quoi. Et c'est quoi ce b.a.-ba, justement? C'est quoi les clés que tu donnerais là rapidement à des futurs journalistes, par exemple? Je pense que les grandes clés à avoir, c'est d'essayer déjà de comprendre en fait que notre problème est multiple, malheureusement. Et on a tendance à toujours dire le climat, mais en fait le climat, c'est qu'une des 9 limites planétaires qu'on ne doit pas dépasser. Et donc si on ne prend pas ça comme un tout, déjà on se trompe. C'est-à-dire que si on réduit simplement nos émissions de gaz à effet de serre, on ne va pas sortir du problème. Disons qu'on va un petit peu l'améliorer, enfin on va un petit peu résoudre ce problème, mais pas tout à fait. Aujourd'hui, par rapport à l'ère préindustrielle, on est à plus 1,1 degré. On voit déjà les conséquences catastrophiques que ça a partout à travers le monde, et notamment en Europe. C'est-à-dire que toutes les personnes européennes qui se pensaient un petit peu épargnées, on l'a vu avec les inondations cet été en Belgique, les feux de forêt en France, la canicule qui a fait 11 000 morts supplémentaires en France, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très important à mentionner, c'est de dire que les effets du dérèglement climatique sont déjà là. Mais on a aussi, en fait, à côté de ça, tout ce qui est lié à l'extinction de la biodiversité. Le fait que aujourd'hui, en fait, on est à l'aube d'une 6e extinction de masse, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui disparaissent massivement, mais on a aussi nos océans qui sont de plus en plus pollués, nos sols qui sont de plus en plus pollués, l'eau de pluie est quand même devenue impropre à la consommation. Et donc, en fait, tout ça crée une sorte de cercle vicieux. Avec justement le dérèglement climatique, puisque l'extinction de la biodiversité et le dérèglement climatique sont intimement liés et se nourrissent en fait l'un l'autre. C'est-à-dire que, pour donner un exemple concret, par exemple,
les océans sont acidifiés par le dérèglement climatique. Donc, leur capacité aussi d'absorption du CO2 est de moins en moins forte, alors qu'en fait, les deux plus grands puits de carbone dans la planète, ce sont les océans et les forêts. Et au milieu de tout ça, on a aussi bien toutes les espèces marines qui sont dans ces océans qui subissent cette acidification et pour certaines qui ne peuvent pas survivre. Parce que, par exemple, les poissons qu'elles mangent ne survivent pas dans une eau trop chaude ou trop acidifiée. Et donc tout ça crée une sorte de cercle vicieux. Et donc si on ne prend pas en fait tous ces problèmes en même temps, on ne peut pas s'en sortir. Et après, je pense que la dernière chose à avoir en tête, c'est en lien avec les travaux d'une économiste qui s'appelle Kate Raworth, qui a parlé de l'économie du donut, c'est de se dire que c'est bien joli de penser ces limites planétaires, mais il faut bien penser aussi aux humains qui sont en train de vivre sur cette planète et que on va pas pouvoir régler, et ça c'est le GIEC qui le dit, on ne va pas pouvoir régler le problème climatique sans prendre en compte les questions d'inégalité, les questions démocratiques, les minorités. Et donc, du coup, il faut absolument prendre en compte toutes ces questions humaines et sociétales parce que sinon, on ne s'en sortira pas. C'est d'ailleurs un gros sujet en France actuellement parce qu'on est en plein milieu d'un soulèvement citoyen par rapport à la réforme des retraites. Je sais que tu as travaillé sur le sujet, mais en gros, c'est quoi le lien du coup entre retraite et climat, enfin retraite et crise écologique? Parce qu'il n'a pas l'air si évident comme ça. Bien sûr, et en même temps, si, il l'est. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est des slogans qu'on a pu voir dans les manifestations qui disaient pas de retraite sans planète, pas de retraités sur une planète brûlée. En fait, en réalité, ce qu'il faut bien penser aujourd'hui, c'est que chaque projet de loi est une projection dans l'avenir. Par contre, et qui plus est, un projet de loi sur la réforme des retraites est vraiment une projection dans l'avenir et une vision de la société. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement demande aux Français de travailler plus longtemps, donc jusqu'à 64 ans, et met en place une réforme qui, de l'avis d'une grande majorité d'économistes, en fait, va peser de façon disproportionnée sur les personnes les plus précaires, sur les femmes en grande partie, et aussi sur en fait, les métiers essentiels de la société qui ont été reconnus comme essentiels au moment du Covid. C'est-à-dire, voilà, en ce moment, par exemple, on a une grève des éboueurs, donc il y a des poubelles partout dans Paris, on en parle beaucoup à l'international. C'est assez fou de voir justement que ces personnes-là ont réussi, à travers leur grève, à montrer la nécessité de leur métier et en fait à rendre visible un métier invisible, mais qui, quand il n'est pas fait, eh bien, tout le monde s'en rend compte. Et c'est exactement la même chose avec les infirmières qui ont des conditions de vie, des conditions de travail très compliquées, avec les auxiliaires de santé, les femmes de ménage, etc. Et en fait, en réalité, on sait qu'à l'aune de l'urgence écologique, on va devoir complètement réorganiser notre société en se disant, en fait, on va partir de nos besoins plutôt que de créer de faux besoins, en quelque sorte des besoins artificiels comme c'est fait aujourd'hui. Et donc produire ce dont on a besoin. Et à partir de là, il va falloir revoir complètement notre échelle de valeur, en fait, et revaloriser les métiers les plus importants qui permettent de faire tenir une société. Et en fait, aujourd'hui, ce ne sont pas les banquiers d'affaires qui font tenir une société. Voilà. Et donc, il y a déjà ça. Et ensuite, il y a aussi le fait de se projeter dans 20-30 ans. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va travailler si on a des canicules tous les étés? Comment est-ce qu'on va organiser nos horaires de travail? Comment est-ce qu'il y a des métiers qu'on ne pourra plus faire parce que voilà, dans le BTP ou autre, ce sera dehors, donc il faudra aménager les conditions de travail. C'est tout ça en fait auquel il faut penser. Et une dernière chose, c'est que on n'arrête pas de dire, le gouvernement, pour justifier cette réforme, dit de toute façon, on va vivre plus longtemps, donc on va devoir travailler plus longtemps. Sauf que, en fait, ça, les études d'opinion, enfin, les études scientifiques commencent à montrer que c'est pas si certain qu'on va vivre plus longtemps, parce que vivre plus longtemps, certes, mais dans quelles conditions? Et on voit par exemple qu'aujourd'hui, ce sont les catégories les plus précaires de la population qui sont les plus atteintes par les problèmes de santé liés à l'alimentation, aux pesticides, la pollution de l'air aussi. Ce sont dans les quartiers populaires que les enfants notamment sont les plus victimes de la pollution de l'air, et ce sont aussi les personnes âgées qui sont les plus vulnérables en fait face aux inondations, face aux canicules, et on l'a vu avec la canicule de l'été 2003 en France. Donc c'est absolument tout ça à prendre en considération, et cette réforme en fait ne prend pas en compte nos conditions de vie dans les années à venir, mais aussi la nécessité de réorganiser totalement notre société à l'aune de l'urgence écologique si on veut essayer de réduire au maximum les souffrances et avoir la société la plus
la plus résistante possible, en fait. Bah oui, parce que tu l'as dit, on est en pleine sécheresse hivernale, mais du coup, ça met énormément en péril aussi le système alimentaire, parce que finalement, comment est-ce qu'on va manger cet été si les cultures ne peuvent pas avoir lieu, si les agriculteurs sont de plus en plus précaires, finalement c'est quelque chose d'assez effarant et d'assez effrayant aussi. Toi, tu es tout le temps dans ces sujets-là quand même. Comment tu le vis personnellement d'être... je veux dire, tu dois lire tous les rapports du GIEC, tu dois être à l'affût de toutes ces informations. Comment ça va avec tout ça? Oui, on me demande souvent si ça me déprime pas trop, si c'est pas trop dur. Et même à Blast, il y a toujours un peu des blagues autour du côté genre Paloma va nous annoncer des mauvaises nouvelles. Et c'est comme si c'était d'une certaine manière moins difficile de parler de la crise démocratique ou de la crise sociale que de la crise écologique, parce qu'il y a, je pense, un sentiment pour beaucoup de gens d'impuissance en fait face à ça. Ça paraît trop énorme, alors que je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que finalement c'est un peu pareil, mais sur la crise sociale ou la crise démocratique, on se dit bon, c'est peut-être un peu plus gérable en quelque sorte. C'est pas toujours facile, pour être honnête. Il y a des moments où je me demande à quoi ça sert ce que je fais, si c'est pas complètement vain, si je m'épuise pas pour rien, parce que parfois c'est aussi un peu épuisant de beaucoup travailler, d'aller à des conférences, enfin voilà, d'essayer au maximum en fait de faire bouger les choses, on va dire, et aussi comment dire, de vulgariser au maximum ces questions pour qu'un maximum de personnes prennent conscience de ce qui se passe et s'émancipent aussi et sortent d'une vie un peu aliénée, quoi. Et à la fois, je pense que ce qui m'aide beaucoup à tenir, c'est de savoir que c'est quelque chose que je dis souvent, c'est qu'il n'y a aucun combat qui est vain face à l'urgence écologique. Et aujourd'hui, les scientifiques nous le disent, chaque fraction de degré compte. C'est-à-dire que voilà, si on parle beaucoup de la limite des 1,5 degrés, mais si on dépasse les 1,5 degrés, il ne faut pas se dire bon bah c'est mort, on arrête tout. De toute façon, c'est demain qu'on dépasse les 1,5 degrés. C'est en tout cas, 2030 et 2035. D'ici 2030-2035, oui, selon les prévisions les plus pessimistes qui malheureusement sont aussi les plus réalistes aujourd'hui. Et donc si on dépasse les 1,5 degrés, il faudra tout faire pour aller au maximum à 1,6 ou 1,7 ou rester à 1,5 degrés. Et donc en fait, à partir du moment où on se rend compte que chaque fraction de degré compte, que c'est un peu comme si on était dans une maison en feu et donc tout ce qu'on peut sauver, il faut le sauver. Et bien, dans ce cas, il y a aucune chose qu'on peut faire qui ne servirait à rien. Et moi, une des choses qui m'aide beaucoup aussi, c'est le soutien que j'ai de énormément de personnes qui m'envoient des messages, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui parfois me remercient quand je les croise dans un endroit ou dans la rue, et ça me donne beaucoup de force parce que eux me disent en fait tu nous donnes de la force, tu nous donnes la force de continuer, ou tu portes notre voix. Après moi j'ai pas envie de parler toute seule pour tout le monde, je considère que je suis la porte-parole de personne et de rien du tout, mais en tout cas si parfois je peux utiliser les tribunes qui me sont offertes, et notamment le fait de travailler dans un média pour essayer de porter la voix d'un maximum de personnes, pour leur donner la parole aussi, et ça c'est très important, et bien je continuerai à le faire, et ça me donne de l'énergie, ça me donne de la force, et surtout je pense que vraiment être engagé rend plus heureux. C'est parfois quand on est aussi face à un problème dans la vie, que ce soit justement l'urgence écologique ou complètement autre chose, plus on repousse ce problème, plus en fait on est mal, on a une boule au ventre, etc. On est dans le déni complètement. Exactement. Oui. Et en fait, à partir du moment où on commence à agir et on se met en action, on rencontre plein de gens. On a aussi en fait une aventure intellectuelle qui est passionnante. Enfin, vraiment, moi je trouve que c'est complètement passionnant parce que c'est un sujet, on peut parler de tout quand on parle d'urgence écologique. En fait, on peut regarder tous les sujets au prisme de cette urgence vitale pour nous. Et je pense que ça nous ramène aussi à l'essentiel. Moi, c'est souvent ce que j'essaie de faire prendre conscience à un maximum de personnes, de dire voilà, revenez à vous-même, revenez à un minimum de sens et soyez en fait soyez intranquille en permanence. Questionnez le monde qui est autour de vous, questionnez la vision du monde qu'on vous a vendue, et à partir de là, je pense que vous serez plus heureux et plus libre. Waouh, c'est très très inspirant en tout cas ce que tu nous racontes. Ça ressemble à quoi les journées de Paloma? C'est le nez dans les rapports constamment, c'est du travail d'équipe, ou justement tu voles un peu solo, parce que comme tu le disais, c'est une discipline assez transversale, donc finalement j'imagine que non, tu ne voles pas solo. Comment ça se passe ton quotidien? Comment on produit une vidéo YouTube qui décrypte la réforme des retraites? Par exemple, ouais. Alors, j'ai
j'ai rarement des journées qui se ressemblent, mais disons que souvent, il y a 2 types de formats que je fais principalement, même si parfois je fais du reportage, mais j'en ai pas fait depuis un petit moment. En fait, quand je fais une vidéo de décryptage, en général, soit je vais travailler à Blast, soit je vais travailler de chez moi parce que parfois en open space, c'est trop compliqué pour écrire quand j'ai besoin d'être vraiment très très concentrée. Et là, j'ai un peu une phase aspirateur, en quelque sorte, c'est-à-dire que je vais aller lire plein de choses sur le sujet. J'ai déjà en tête un peu les angles. Je vais aller lire plein de choses sur le sujet, je vais aller chercher des extraits. En ce moment, j'ai une personne qui est en stage avec moi qui s'appelle Lison Ségué. Et donc, ça fait quelques mois qu'elle est en stage avec moi. Donc là, elle m'aide. Avant, je faisais tout toute seule. Donc, par exemple, je vais lui dire, est-ce que, s'il te plaît, tu peux aller me chercher des extraits vidéo d'agriculteurs face à la sécheresse hivernale ou de manifestations sur la réforme des retraites. Enfin, voilà. Et donc, je vais essayer d'aller chercher un maximum d'extraits vidéo. Et puis, j'écris au fur et à mesure. Je lis des articles, je lis des rapports. Parfois, j'appelle aussi des personnes qui sont spécialistes ou autres. Et puis ensuite, j'écris de plus en plus, je peaufine, je relis, et en général, je suis toujours un peu à la dernière minute. Je cours, je vais en tournage, et après, le reste de la semaine, je gère le montage. Donc avec des monteurs ou des monteuses de Blast, parfois à distance, parfois avec eux. Et puis après, quand je fais des entretiens, c'est un peu différent parce que là, ça va plus être, je vais lire un livre en une journée pour préparer l'entretien d'une personne. Donc c'est toujours assez intense. Et à la fois, moi, ça me paraît par exemple très important quand je reçois quelqu'un de lire son livre. Et c'est vrai qu'il y a malheureusement pas beaucoup de journalistes qui le font. Et moi, ça m'arrive de recevoir des personnes qui me disent mais vous avez lu mon livre, mais ça me fait tellement plaisir, et vous avez même des citations. Mais moi, ça m'est arrivé tellement de faire des médias où le journaliste, au début de l'interview, me dit bon, j'ai pas lu votre livre, mais bon, on va s'organiser comme ci, comme ça. Et non, mais malheureusement, c'est vrai. Et c'est pas que de la faute des journalistes, c'est vraiment lié à l'économie des médias aujourd'hui, qu'on a peu de temps. Et moi, c'est aussi parfois un temps que je décide de prendre un peu sur le mien. Mais parce que j'ai envie de au maximum faire un travail qui soit juste, quoi, et le meilleur possible, parce que j'ai envie d'être exigeante vis-à-vis du contenu, et puis aussi vis-à-vis, je pense que j'ai une responsabilité aussi vis-à-vis des personnes qui nous regardent et qui nous suivent. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis au milieu de tout ça, il y a des rendez-vous, des conférences parfois, des médias, et puis aussi des moments à moi quand même, hein. J'essaie de garder quand même un petit peu un petit peu, même beaucoup, c'est un gros sujet, hein, mais un peu d'équilibre, et avoir une vie personnelle qui est existante et qui a toute sa place, quoi. Et puis il y a des gens comme moi qui te volent 1 heure de ton temps. Mais en tout cas, c'est très très cool et très intéressant. Tu parlais au tout début du fait que tu sois une personne privilégiée. C'est génial que tu le dises. Je dirais que c'est pas du tout la première fois que je t'entends le dire, parce que c'est quelque chose, je trouve, que dans les médias, les journalistes ont quand même du mal à parfois reconnaître leurs privilèges et dire, en fait, je parle d'une position de personnes privilégiées. Comme tu dis, la neutralité... moi, j'estime aussi que c'est un mythe, mais je ne suis pas journaliste, mais ça me fait du bien de t'entendre le dire aussi. C'est Alice Coffin qui dit la neutralité, c'est la subjectivité des dominants. Et je trouve que ça résume à peu près tout. Tout à fait, mais j'avais jamais entendu cette citation, mais elle est très vraie. Est-ce que tu as toujours eu ce point de vue de te dire... est-ce que ça t'a frappé un moment, ou est-ce que tu as toujours eu conscience que tu étais quelqu'un de privilégié et que du coup, ça te donnait une forme de responsabilité à cause de ses privilèges ou grâce à ses privilèges finalement? Je pense que oui, j'en ai eu conscience assez jeune, de réaliser que j'avais énormément de chance de pas avoir de problèmes économiques, de pas me demander si j'allais pouvoir partir en vacances ou pas, de pouvoir faire justement des études qui sont des études. Enfin, Sciences Po, ça coûte pas particulièrement cher parce que c'est proportionnel aux revenus des parents. Donc moi j'ai pas payé hyper cher Sciences Po, c'est pas forcément la question, mais c'est aussi tout ce qui va autour. Et puis c'est aussi même simplement de connaître ce qu'est Sciences Po, c'est ce dont je parlais un peu plus tôt. Et donc je pense que oui, très, très tôt, moi je sais que ça me mettait très mal à l'aise, même je sais pas, quand ça m'arrivait d'aller en vacances et d'être dans un hôtel par exemple, quand j'étais face aux personnes qui allaient venir nous apporter nos valises ou autres, je me souviens que je pouvais pas m'empêcher de me questionner en me disant mais pourquoi est-ce que c'est cette personne qui porte mes valises et pourquoi c'est pas moi. Enfin bon, j'étais peut-être un peu petite pour les porter, mais en tout cas voilà, d'être dans cette conscience des autres en fait.
Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important d'être en permanence conscient de sa place dans la société et des autres. Et après, on déconstruit les choses au fur et à mesure. C'est-à-dire que mes lectures féministes m'ont permis de me rendre compte que j'étais finalement pas si privilégiée que ça, en tout cas du fait d'être femme plutôt qu'homme, c'est-à-dire que je ne cumule pas tous les privilèges. Donc voilà, je viens de en gros classe moyenne supérieure. Je suis blanche, donc c'est vrai que ça c'est un énorme privilège dans notre société aujourd'hui. Mais bon, je suis une femme, donc j'ai un truc, on va dire. Et bon, après, je suis très très myope. Alors on va dire que j'ai un tout petit, une petite déficience de mon. Mais bon, là c'est vraiment plus pour la blague. Mais non, en gros. Je pense que ouais, il y a cette déconstruction, c'est-à-dire de se rendre compte que, en tout cas en tant que femme dans la société, on n'est pas traité de la même manière. Et ça, je l'ai vécu dès mon adolescence, et puis après aussi quand j'ai commencé à travailler en tant que journaliste, c'est-à-dire voilà, moi ça m'est arrivé d'entendre des phrases du type, et heureusement c'est quand même en train de changer, mais il y a 8 ans, quand j'ai commencé, c'était pas exactement comme ça, et j'entendais des phrases du type mais ça c'est pas un sujet pour une journaliste, ou d'avoir des remarques en permanence sur mon physique, ou quand je réalisais un documentaire et que j'étais avec ma caméra, on pensait que j'étais l'assistante, quand je demandais qu'on me regarde dans les yeux et qu'on regarde pas la caméra, des hommes qui me draguaient, enfin plein de choses comme ça qui en permanence en fait nous remettent en question notre légitimité, et aussi d'être confrontée à des femmes qui par exemple ne veulent pas venir sur des plateaux parce qu'elles se sentent pas légitimes, et donc de prendre le temps aussi de prendre un café avec elles, de leur dire mais tu es parfaitement légitime et il faut arrêter, parce que sinon voilà, les hommes quand je les appelle, j'en ai jamais un seul qui me dit non mais je suis pas légitime, c'est quand même assez ils se posent même pas la question en fait. Ils se posent même pas la question, et même si d'ailleurs ils le sont pas forcément toujours, hein. On le voit sur les plateaux télé, hein, les toutologues en quelque sorte, ce sont quand même plus souvent des hommes. Mais bon voilà, et après je pense que la dernière déconstruction de ça qui est hyper importante, c'est de réaliser aussi que voilà, moi je suis une personne blanche, et que ça me donne énormément de privilèges dans notre société, et j'aimerais bien en fait qu'il y ait un maximum de personnes qui soient capables de reconnaître ça, et ce n'est pas enlever du mérite, parce qu'il y a plein de personnes quand on leur dit mais des hommes ou des hommes blancs, hein, qui ont dit mais en fait tu te rends compte à quel point tu es privilégié. Si c'est des personnes qui ont énormément travaillé pour arriver là où elles sont, elles vont dire non moi j'y suis allée au mérite, etc. Oui, au mérite, mais dans des conditions qui t'ont énormément favorisé. On ne t'a jamais refusé un emploi à cause de ton nom de famille ou à cause de ta couleur de peau. On ne t'a jamais refusé de louer un appartement pour ça. Tu n'as jamais vécu des contrôles policiers intempestifs dans la rue juste à cause de la couleur de ta peau, et j'en passe. Ou voilà, tu as sûrement jamais été victime d'agression sexuelle ou de sexisme, en tout cas à l'âge adulte, parce que tu es un homme, ou en tout cas c'est très 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 rare. Donc, et de reconnaître ça, je pense que c'est essentiel, et ça ne remet pas en question le mérite que chacun a et les qualités de chacun. Non, bien sûr, mais c'est tout à fait vrai, tu mets exactement les bons mots dessus. Je vais te poser une dernière petite question avant d'arrêter de prendre trop de ton temps. Non, mais ça va. La dernière question, ce serait, donc là tu parles vraiment des privilèges, et aussi des situations dans lesquelles tu as pu être en porte-à-faux parce que des personnes plus privilégiées que toi se sont pas rendues compte que ils pouvaient être désagréables ou justement discriminants parce que tu es une femme, parce que tu es jeune, jeunesse aussi, hein. Ouais, et c'est exactement joue. là que je veux en venir. Je vous entends souvent parler avec ta collègue Salomé sur les réseaux sociaux de la jeunesse. Est-ce que pour toi, les jeunes, c'est la clé? Parce que souvent, on a les deux, c'est un peu ambivalent. On a, soit on va dire oui, la génération future, tout repose sur vous, soit on va entendre dire les politiques, en gros, les jeunes sont des bons à rien. Ouais. Moi, je trouve que c'est très binaire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, je vais faire une petite promo pour Salomé Saké, qui est une très bonne amie et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Sois jeune et tais-toi. Donc, vous pouvez le lire parce que justement, c'est vraiment un livre qui a été pensé comme une réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Pour les questions écologiques, je pense que c'est un peu n'importe quoi aujourd'hui de tout faire reposer sur les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, ils savent qu'ils ne vont pas vivre dans le climat plutôt... gérables, on va dire, qu'ont vécu leurs parents, leurs grands-parents. Donc voilà, ils vont vivre dans un monde profondément transformé par le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, et en plus ça devrait reposer sur eux de trouver toutes les solutions, et la double peine, quoi. Non mais voilà, c'est terrible, et en fait justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, chaque fraction de degré compte, donc à partir de là, mais
tout le monde, absolument tout le monde doit agir. Et en fait, aujourd'hui, ce sont les personnes qui sont au pouvoir qui doivent agir. C'est elles qui ont en fait notre avenir entre leurs mains. Et c'est donc les personnes qui sont au pouvoir partout dans le monde, mais aussi les présidents des grandes multinationales comme Total Energy par exemple, ou autres qui font des plans d'investissement qui font du greenwashing à côté et qui continuent à investir massivement dans les énergies fossiles, alors que le GIEC dit qu'on va devoir en fait fermer prématurément certaines exploitations fossiles et qu'il faut surtout pas en ouvrir d'autres. Et c'est ça qui est en train d'être fait aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est pas dans les mains des jeunes. Justement. Donc, en fait, alors, c'est dans les mains des jeunes, d'une certaine manière, de pouvoir créer un rapport de force, en fait, avec ces multinationales, avec ces entreprises qui polluent le monde en toute impunité, hein, il faut le dire aujourd'hui. Donc, mais c'est pas que le devoir des jeunes. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, souvent, quand je couvre des actions ou quand je couvre des actions de désobéissance civile, je vois qu'il y a tous les âges. Et il y a même des retraités. Il y a des gens qui... Enfin, voilà, la dernière fois, moi, j'ai rencontré un homme qui était un ancien analyste financier et qui avait démissionné. Donc, et c'est assez génial de voir qu'en fait, la sociologie de à la fois ces actions de désobéissance civile, à la fois des marches pour le climat, etc., est en train de profondément changer. Et donc, il faut qu'il y ait une sorte de solidarité intergénérationnelle par rapport à ça, en fait. De dire les jeunes, les vieux, ça veut rien dire. On est tous ensemble sur la même planète et on a tous intérêt en fait à trouver un maximum de solutions face au problème. Et donc tout le monde, pour moi le plus important, c'est que chaque personne se rende compte de quel est son talent et comment elle peut l'utiliser pour justement essayer d'éteindre le feu en quelque sorte et d'inventer une autre société. Et il y a des personnes qui vont le faire parce que elles sont des très bonnes communicantes et qui savent très bien parler et vulgariser, comme le fait par exemple Camille Etienne. Il y en a d'autres qui vont le faire en réalisant des séries ou des films, d'autres qui vont le faire à travers leur métier en essayant de faire bouger les choses de l'intérieur, d'autres qui vont aller faire de la désobéissance civile. En fait, et d'autres qui vont essayer aussi à l'intérieur du pouvoir de faire bouger les choses, des députés ou autres qui se battent, qui inlassablement vont faire passer des amendements, vont se battre contre les lobbies des ONG. Donc pour moi, la question, elle n'est pas que les jeunes. Maintenant, c'est sûr que oui, en tant que jeune aujourd'hui, si on se projette dans le monde en se disant moi, mon rêve, c'est de travailler chez Total Energy, d'avoir un gros SUV, un écran plat et d'aller à Dubaï en vacances tous les mois. Bon, c'est sûr que là, c'est pas tout à fait... Enfin, c'est juste insoutenable comme mode de vie et c'est pas du tout en accord avec les limites planétaires et ce qu'il faudrait faire. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, il y a plein de jeunes dans le monde et notamment en France ou dans les pays européens à qui on vend ça à travers les réseaux sociaux, à travers les influenceurs qui sont avec leurs grosses voitures, leurs jet ski, etc., leur jet privé et qui montrent que c'est absolument génial de vivre cette vie-là. Et je pense qu'on a une nécessité aujourd'hui de leur vendre une autre vision du monde que ces espèces de besoins artificiels qui finalement ne les rendent que malheureux, parce que quand on regarde bien Kim Kardashian, moi je suis pas sûre que ce soit la femme la plus heureuse et épanouie de la Terre, par exemple. Bon, je prends un exemple un peu emblématique, mais je pense que c'est important de se reposer la question de qu'est-ce qui me rend fondamentalement heureux. Mais je pense que c'est des parfaits mots de la fin, en tout cas. Merci mille fois. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il faut vraiment repenser les récits et la définition propre de chacun du bonheur, finalement, parce qu'elle ne réside sûrement pas dans les choses que tu viens de citer. En tout cas, merci beaucoup, Paloma, d'être venue discuter avec moi et à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglow. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.